Salut les devins, c'est Saikyo. Il est l'heure pour moi de vous proposer ma review du futur de l'épisode 91 de Dragon Ball Super. Je vous préviens dès le début, je suis obligé vraiment d'utiliser les spoilers qu'on a eu pour les épisodes 91, 92 et 93 pour vous parler dans cette vidéo-là. Du coup, si vous êtes vraiment anti-spoiler, vous êtes prévenus. Mais bon, je pense que si vous êtes habitué à mes reviews du futur, vous connaissez bien le concept et vous savez que bon, voilà, je suis obligé d'intégrer les spoilers. Bon, bref, je vous rappelle que dans la nuit assez tard, encore une fois, j'ai publié une vidéo et je sais que vous ne l'avez pas tous eu en notification. Et c'est un assez gros sujet, je parle du combat de Goku et Vegeta dans Dragon Ball Super, comment ça pourrait arriver, dans quel contexte, à quel moment et avec quelle ampleur pour ce combat-là. Du coup, si ça vous dit d'aller la voir, je vous mets le lien en description et je vous en remercie énormément. Et maintenant, place à la review du futur de l'épisode 91. L'épisode commence à peu près directement à la suite de l'épisode 90 qui nous avait laissé sur le combat de Goku et de Gohan et en même temps de Piccolo et de Tenshin Han. Et tout ce beau monde-là arrive chez Bulma à la capsule corps. Et tout simplement pour une bonne raison, c'est parce qu'il nous reste à peu près un tout petit peu plus en fait de 4 heures avant le début du tournoi. Et Gohan qui vient d'être promu, on va dire ça comme ça, leader de la team Univers 7 en tant que stratège et chef tout simplement, capitaine on va dire, se rend très bien compte, encore mieux que les autres probablement, qu'une stratégie est nécessaire pour gagner le tournoi du pouvoir. Et en plus les récents combats de Gohan par exemple contre Krillin et tout ça lui ont fait comprendre que seule la force n'allait pas marcher et que si un mec comme Krillin a pu mettre Gohan en difficulté, même si Gohan n'avait pas récupéré sa force, mais bon, Gohan était quand même censé battre Krillin. Et la stratégie a fait que Krillin avait gagné contre Gohan dans le match d'entraînement. Bon, un petit truc qui nous est rajouté aussi, c'est que Goku est très fatigué. Et en même temps, si vous y pensez bien, depuis qu'ils sont revenus du match préliminaire Univers 7 contre Univers 9, pour Goku, il n'y a eu aucun temps de repos. Gohan a pu en trouver parce qu'au final, il a passé la nuit avec l'entraînement de Piccolo. On a vu qu'ils avaient eu leur période de repos. Mais par exemple, dans l'intrigue avec les braconniers galactiques, au final, Goku, il a passé la nuit à se battre dans l'espace. Enfin bon, j'ai pas vraiment l'impression que Goku a pu avoir du repos et il le confirme ici. Du coup, ça ne m'étonnerait pas qu'au final, Goku ne profitera pas de ces dernières heures comme il le veut. Bon, déjà, si vous connaissez les spoilers, vous savez à peu près pourquoi. Mais même, malgré les spoilers, on pourrait se dire que Goku va arriver à se trouver une petite heure ou 2 heures, aller dans tout ça, qui sera juste pour lui, mais je ne pense pas au final qu'il va l'utiliser pour s'entraîner avec Kame Sennin, comme il l'a dit en épisode 90 de DBS dans le restaurant, alors que pourtant je trouvais cette idée-là très cool, que Goku en apprenne beaucoup de Kame Sennin, le Bankoku Bikurisho ou autre, et du coup ça ne m'étonnerait pas du tout, je vous le dis, de voir Goku profiter par exemple de la dernière heure restante pour dormir. Sachant que là il lui reste encore beaucoup à faire, donc même si on me dit qu'il commence le tournoi en étant super fatigué, qu'il n'a pas dormi, ça ne m'étonnerait pas, et ça serait même un petit indice pour nous dire que Goku va peut-être pas briller autant qu'on le pense au tournoi. Bon, enfin bref, on n'en est pas du tout encore là, et dans l'épisode, après quelques discussions un petit peu bateau, hein, tout le monde est au courant maintenant pour Gohan et tout ça, et Goku se demande quelle sera la réaction de Chi-Chi par rapport à tous ces trucs, et au retour de Gohan, on a même eu une petite image pour nous montrer à quoi Goku pensait en voyant Chi-Chi qui devient folle en pensant que son fils redevienne un voyou, voilà, c'était un peu de la nostalgie, et Vegeta, lui, dit que maintenant tout va à peu près bien, son enfant est né, Bulma peut s'en occuper tout seul, il y a du monde dans la maison et tout ça, et qu'il va s'entraîner à la salle de l'esprit du temps, et que de toute façon pour lui, sa meilleure stratégie, ça a toujours été de devenir le plus fort possible. Et honnêtement, ça colle bien au personnage de Vegeta, j'ai trouvé ça super bien amené, et du coup, juste pour la petite information, en 4 heures de temps terrien, ça veut dire qu'il reste à peu près 2 mois à Vegeta à passer dans la salle de l'esprit du temps. Donc 2 mois, c'est plutôt pas mal, surtout dans les conditions de gravité et conditions climatiques de la salle de l'esprit du temps, mais quand même, moi je penserais que ce petit passage-là de 2 mois, entre guillemets petit, de Vegeta là-dedans, ça lui permettrait, je pense, d'avoir déjà une remise en forme, parce que Vegeta a dû se ramollir tout comme Goku a dit qu'il s'était ramolli durant l'épisode 77 de DBS, et en même temps, une fois la remise en forme faite, je pense que ça pourra permettre à Vegeta d'avoir un léger power-up sur son Super Saiyan Blue. Mais je ne pense pas que Vegeta ressortira de la salle de l'esprit du temps avec encore une nouvelle transformation dès maintenant. Je pense que l'évolution de Vegeta arrivera directement durant le tournoi ou quelque chose comme ça. Et là, on a une transition vers le monde de Zeno, directement à l'intérieur du palais, et on voit les deux Zeno. Ils sont en train de jouer à se taper sur la tête avec un espèce de marteau un peu bizarre, et avec un casque blanc sur la tête aussi. Alors je vais vous poser la question et vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Moi, la seule chose que ce truc-là m'a rappelé, c'est l'épisode spécial 4 de One Punch Man dans lequel Saitama jouait à pierre, feuille, papier, ciseaux, et au final le perdant se prenait un coup sur la tête, enfin il y avait un délire un petit peu bizarre, et de la même manière que Zeno dans cet épisode ici. Du coup dites-moi si ça fait référence à un jeu réel japonais ou asiatique, enfin bon je ne sais pas, mais de cette scène-là ce qu'on en apprend c'est que Zeno s'ennuie, les deux Zeno s'ennuient, et Zeno veut lancer, ou veulent, c'est comme vous voulez, veulent lancer le tournoi du pouvoir de suite. En gros Zeno est un petit peu comme nous, spectateurs, il va aller direct au tournoi et ne pas passer par les épisodes filler. Bon, sauf que pour Zeno, il regarde pas des épisodes filler, il est en train de jouer avec des jeux à la con. Et du coup, tout comme un enfant qui s'impatiente, sur le chemin, sur le trajet, sur l'autoroute ou quoi que ce soit, il demande combien de temps il reste avant le début du tournoi. Et le Daishinkan lui répond en temps divin
terrien, vous savez les fameux tics, et ce qui bien sûr en conversion terrienne fait 4 heures. Mais je pense que ça nous donne un petit indice sur le temps divin et tout ça. J'ai l'impression que les dieux, y compris Zeno, sont soumis au temps, et ne sont pas des dieux intemporels comme dans les religions de notre monde, etc. Mais je pense que du coup leur vision du temps ou leur perception du temps à Zeno et compagnie est très différente de la nôtre terrien ou de celle de Goku et Vegeta si vous voulez. Mais je pense que c'est une version ou une vision du temps qui est un peu rallongée, très étirée. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors bien sûr, le coup sur la tête, le petit coup de marteau de Zeno à l'autre Zeno n'a eu aucun effet. Et au passage, leur relation entre les deux Zeno, pour moi, elle est toujours un petit peu perturbante. Quand ils se regardent, on ne sait pas s'ils se comprennent à 100% ou si au contraire ils cherchent à mieux se comprendre. Des fois, ils restent sans réaction en se fixant, ça me fait un petit peu bizarre. On dirait qu'ils ont du mal à s'aborder alors qu'ils sont les deux mêmes êtres. Mais cette scène-là servait surtout à nous montrer en fait que leur jeu ne les amusait plus du tout et ça ne les a même plus fait sourire ou rigoler ou quoi que ce soit de se taper sur la tête et qu'il leur fallait une nouvelle distraction. Et du coup, en parlant de distraction, j'ai aussi une question. Si ces deux Zeno s'ennuient et ne trouvent plus rien du tout à faire, qu'il n'y a pas de tournoi ou quoi que ce soit à se mettre sous la dent, est-ce qu'ils vont juste s'ennuyer à deux au final au lieu de s'ennuyer tout seul et rien d'autre va se passer, ou est-ce qu'on pourrait avoir des disputes? Sauf que bien sûr, vous voyez où je vais en venir, des disputes au niveau de Zeno, c'est pas des disputes entre deux humains. Et ça suivrait le même schéma, vous savez, quand vous vous ennuyez avec vos frères et sœurs, même si j'ai pas de frères et sœurs, mais je sais que ça peut vraiment arriver quand l'ennui est là de se disputer pour rien, juste parce qu'on s'ennuie. Et à leur échelle divine, supra-divine, ça pourrait avoir de graves conséquences, je pense. Bon, et à partir de là, dans l'épisode, le Daishinkan s'est mis à expliquer la difficulté que ça prend pour construire le ring, l'arène du tournoi, et la longueur même pour lui. Il fait un petit rajout qu'il fallait noter, disant que c'est un ring spécial, qui devrait vraiment pouvoir amuser Zeno comme il le veut, mais il a juste esquissé un petit sourire en coin et n'a rien dit de plus. Du coup, je pense toujours à peu près la même chose concernant le ring. Je pense qu'il va bouger et se moduler, avoir une sorte de système mouvant, vous savez, comme les escaliers de Poudlard dans Harry Potter. Et je pense qu'on pourrait même avoir différentes zones qui vont être créées sur le ring lui-même, histoire de ne pas avoir tout simplement 80 combattants qui se courent dessus tous en même temps, se tapent sur la gueule en plein milieu du ring et ça s'arrête là. Il faut qu'il y ait un minimum d'ambiance ou quelque chose comme ça, des séparations entre les guerriers, tout ça. Mais les deux Zeno sont restés sceptiques et ont voulu quand même forcer le début du tournoi. Au final, ce sont eux les rois, eux les chefs. Mais le grand prêtre n'en démord pas et ne lâche pas le morceau et il s'est mis à expliquer un peu comme un parent ou un peu comme un tuteur en fait. C'est un peu ça la relation. Et il a expliqué à ces deux Zeno que les univers qui doivent participer au tournoi se préparent en ce moment même s'il reste encore que 4 heures en temps terrien. Et il a continué en disant à Zeno que ça serait injuste et surtout pas amusant du tout pour Zeno et pas distrayant du tout de rassembler les univers plus tôt que prévu. Car ils se préparent toujours, donc ce qui veut dire qu'ils ne sont pas prêts et qu'on aurait des équipes de 3 contre 10, enfin du grand n'importe quoi au tournoi et qu'il faut attendre le délai prévu. Et le grand prêtre s'est mis à faire apparaître comme une sorte d'hologramme de planète au centre de sa main pour montrer quelques-uns des univers à Zeno et quelques planètes en particulier. Le grand prêtre a commencé par l'univers 9 en disant et en montrant justement à Zeno une scène dans laquelle on voyait Sidra et Bergamo et on voyait également Ro, le Kaioshin de l'univers 9, nous montrant que tous les membres ne sont pas au complet dans cet univers-là, qu'ils sont toujours un petit peu en galère. Et c'était une scène vraiment très rapide. Mais Zeno interrompt le grand prêtre et lui répond que de toute façon l'univers 9 est le dernier au classement de la qualité des mortels et que ça lui étonne pas que les dieux de cet univers-là soient incompétents et n'aient pas pu réussir à trouver de bons mortels. Mais le Daishinkan lui dit et continue alors que non, même l'univers 6 qui est mieux classé a du mal lui aussi à trouver ses derniers membres. Et Zeno là il devient un petit peu plus étonné. Et le Daishinkan lui montre alors la fameuse scène de Hit face à Frost que l'on avait aperçu tous dans la preview de cet épisode 91. Et du coup, par rapport à cette scène, avant de vous en parler, il faut se rappeler une chose, c'est que dans l'épisode 71 de Dragon Ball Super, on avait le mini-arc mort de Goku. Et il y avait une sorte de journaliste qui parlait sur les écrans au moment où Hit mettait ses pieds sur une planète inconnue de l'univers 6 pour faire ses assassinats là, contre l'espèce de gros mafieux bleu là, je pense que vous vous rappelez tous. Et sur cet écran-là, on nous avait dit que Frost était en fuite, en gros un fugitif, et que Kiabe et des Saiyans élites étaient à ses trousses. Et du coup, c'est pour ça que vous voyez que Frost a sa capuche et tout ça et qu'il est habillé en fugitif. Bon, au passage, il est toujours dans sa forme finale. Ça peut se discuter, mais bon, c'est pas très grave. Et puis, ça pourrait être plutôt logique si vous êtes recherché d'être toujours dans votre force de libération de puissance. Comme ça, vous avez un minimum de répondance s'il y a une attaque surprise qui se fait. Bon, bref. Et cette fois, Frost fait affaire à quelqu'un dont il ne pourra jamais s'échapper, à savoir Hit, le légendaire assassin de l'univers 6. Et Frost perd son sang-froid et pense que les Saiyans eux-mêmes de l'univers 6, Kiabe et ses équipes, ont embauché Hit pour finir le travail car eux-mêmes n'arrivaient pas à attraper Frost. Et comme ça, ils pourraient se débarrasser définitivement de lui très facilement. Hit reste jusqu'à présent très silencieux et Frost se met à l'attaquer un peu comme une attaque du désespoir. Et on voit qu'en plus, il a perfectionné son poison, on voit qu'il a équipé un petit peu mieux son corps et surtout, on le voit attaquer avec sa queue à toute vitesse. Mais bien sûr, Hit n'a aucune difficulté à éviter tout ça et à vrai dire, je trouve ça tout à fait normal. Et puis même si Frost avait progressé sur sa vitesse
vitesse ou autre, même s'il était devenu un Golden Frost ou je ne sais pas quoi, je pense en toute logique que Hit aurait pu utiliser son Tokitobashi face à lui, et au final pouvoir tout de même esquiver l'attaque avec son dard rempli de venin. Mais bien sûr, il n'en a même pas eu besoin ici, et petite parenthèse pour vous dire que ça me paraît bizarre qu'ils ont montré une évolution du poison de Frost, alors que en toute logique, au tournoi du pouvoir, ça devrait être interdit. Les règles ont été claires, pas d'armes, pas d'éléments extérieurs justement aux combattants. Et l'autre souci aussi, c'est que j'ai l'impression que Frost pour le moment n'a pas débloqué de nouvelles formes, sinon s'il avait atteint le Golden, je sais pas quoi, le Silver, le Diamond ou autre, et que Hit se mène face à lui, je pense qu'il aurait dû se transformer, histoire d'avoir un minimum de chance face à Hit, mais il ne l'a pas fait, donc je pense que Frost n'a toujours pas évolué. Et le souci, c'est qu'il a fallu 4 mois à Freezer pour power-up, ce qui est très court, mais pour le moment, Frost n'a pas ce luxe-là à se payer, il lui reste tout au plus 4 heures, et du coup, je me demande comment Frost va faire pour pouvoir évoluer, ce qui me semble plutôt logique. Je pense que même tout l'arc Golden Freezer est un tremplin pour nous faire comprendre que Frost peut lui aussi atteindre cette forme-là, ça serait bête de pas l'exploiter. Et je crains encore une fois que Frost subisse un power-up trop rapide malheureusement, alors que ça aurait pu nous être expliqué que pendant sa fuite, pendant qu'il était fugitif et tout ça, Frost a vécu de très mauvais moments, de très sales moments, et que ça l'a forgé son mental mais aussi son corps, et que sans s'en rendre compte, ça l'a entraîné de vivre dans une telle précarité, d'être toujours pourchassé, d'avoir à mener des combats contre des Saiyans parfois, et qu'au final, ça lui permet d'un coup de débloquer cette forme-là, mais ça aurait pris 6-4 mois, quelque chose comme ça. Ça aurait ressemblé au mode d'évolution de Freezer, mais là, honnêtement, il lui reste 4 heures, donc qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Pas grand-chose. Et ensuite, une fois que Frost s'est senti totalement faible et désarmé face à Hit, Hit s'est enfin mis à parler à Frost, et lui a dit qu'il n'est pas là à cause des Saiyans, qu'il n'a pas été embauché par eux, car sinon, il aurait déjà tué Frost. Mais que Hit est là à la demande de Champa et Vados. Rappelez-vous que dans l'épisode 71-72, on avait compris qu'il y avait un lien qui unissait un petit peu Champa, Vados et Hit, pas un vrai lien, mais dans le sens où Goku avait réussi à faire en sorte que Vados puisse embaucher Hit pour commanditer sa mort. Et de la même manière, Vados et Champa ont refait appel à Hit. Alors Frost ne comprend rien du tout et c'est normal. Et Hit lui dit qu'un autre tournoi se prépare et que ça pourrait être le moyen pour Frost de se racheter en quelque sorte du dernier tournoi. Et du coup là, on a vu Frost esquisser un petit sourire et puis la scène a été complètement coupée. Donc en gros, pour nous faire comprendre que de bonnes choses vont arriver dans tous les sens. Et honnêtement, j'ai trouvé cet échange entre Frost et Hit super cool. Mais bon, Frost ne devrait pas trop sourire et se réjouir parce qu'il ne connaît pas les enjeux du tournoi, il ne sait pas vraiment dans quoi il s'engage. Bon bref, le Daishinkan sent que Zeno n'est toujours pas vraiment convaincu et lui dit regardez, parmi tous les univers qui doivent participer au tournoi, parce que rappelez-vous que certains sont dispensés, eh bien l'univers 11, celui du Akai Shinclone, la Vermood, est le mieux classé sur le rang de qualité de vie des mortels, et c'est quelque chose qui nous avait été révélé récemment par le site officiel de l'Ato Animation, le fameux classement des univers. Au cas où vous aurez manqué ça, j'ai une vidéo qui en parle directement sur la chaîne, vous aurez tout le classement de chaque univers. Et le Daishinkan poursuit en disant que malgré le fait qu'ils ont un meilleur rang de classement des mortels, parce que rappelez-vous, dans ma vidéo sur le classement des mortels, on avait vu que l'univers 11 était très limite et qu'ils avaient failli être dispensés, mais malheureusement de peu ça s'est joué comme ça. Et que malgré tout, eux-mêmes doivent finir leurs affaires personnelles, et on a vu un plan rapide sur Casserole ou Casseral, je sais pas comment on prononce ça, le fameux lieutenant des Pride Troopers, dans une scène que j'ai trouvé plutôt ridicule, même si elle était très rapide, parce qu'au final on voyait Casserole en train d'essayer d'escalader une paroi pour sauver un chat qui se trouve en haut, pour le donner à des petits enfants de sa planète, mais moi j'ai juste pas compris pourquoi Casseral était en train d'escalader alors qu'il peut voler, bon, bref. Et enfin, toujours dans cet univers 11, on a eu un plan sur Toppo en costume allant recruter une jeune fille de son univers pour le tournoi du pouvoir. Celle-ci s'est retournée et a eu un très court et mystérieux dialogue en disant « Je savais que vous aurez besoin de moi un jour ». Alors ça laisse sous-entendre beaucoup de choses et surtout le fait que cette fille a un relationnel au moins avec Toppo, voire même avec tous les Pride Troopers, qu'ils se doivent quelque chose. Une ancienne Pride Troopers, enfin voilà, ça peut être sympa. En ayant vu cette scène-là, Zeno ou les Zeno acceptent d'attendre un petit peu plus jusqu'à la fin du temps qu'il reste, mais le Zeno du présent, celui qui connaît le mieux Goku, a l'idée justement de se demander où en est son ami Goku. Et le grand prêtre switch alors sur son hologramme, là son espèce d'hologramme, et lui montre la planète Terre de l'univers 7, et se dirige directement la vision sur la Team Z, qui est toujours en pleine stratégie pour le tournoi, avec Gohan et Kaioshin qui sont devant le tableau en train d'organiser tout ça, avec un petit dessin du ring qui est fait à côté et tout ça, pendant que tous les autres sont assis et donnent leurs petites indications. On devrait faire comme ci, comme ça. Mais Gohan et Kaioshin s'en sortent plutôt bien honnêtement, et commencent à se faire cette fameuse représentation du ring final et à penser à différentes stratégies, comme par exemple qui dans la team de l'univers 7 pourrait être dédié à l'assaut, aller au combat, qui pourrait être à la défense, est-ce qu'il vaut mieux encercler le ring, ou est-ce qu'au contraire il vaut mieux se séparer en petits groupes, ou alors se regrouper tous au milieu et subir les différents assauts qui arrivent. Bon, rien de spécial nous a été dit sur la stratégie, mais on nous faisait comprendre qu'ils étaient en train d'étudier les différents cas. Mais surtout, ils en viennent au personnage de soutien, qui va pouvoir être un vrai support dans cette team univers 7, et ça c'est comme dans les jeux vidéo, les classes que vous avez quand vous avez les classes assaut, les classes soins, tout ça, c'est un
peu le même délire. Et notre Gohan qui a remis ses lunettes se rend compte qu'au final, Piccolo déjà peut être un soutien sympathique, il peut soigner des gens, etc. Mais que sinon, le vrai soutien et l'excellent soutien de la Team Z et même le médecin de l'équipe, c'est Majin Buu. Car il peut soigner les autres, un petit peu même à volonté, et Kaioshin se réjouit de savoir que Buu évitera la destruction de l'univers qu'il a failli détruire lui-même dans le passé. Mais Bulma arrive à toute vitesse, un peu même en folie, et dit qu'elle vient de recevoir un coup de téléphone de Mr. Satan, lui disant qu'il n'arrive pas du tout à réveiller Majin Buu, qu'il s'est endormi suite à son entraînement récent dans lequel il était devenu maigre, qu'il a tout essayé pour le réveiller, même la nourriture, mais que là, il ne bouge pas du tout. Et que, connaissant Buu, il pense qu'il ne se relèvera pas de sitôt, et surtout pas pour le tournoi du pouvoir. Tout le monde est apeuré à ce moment-là, et Goku dit qu'il va alors partir voir Buu, voir ce qu'il peut faire pour le réveiller. Mais on sentait déjà sur le visage de Goku qu'il était fatigué, et aussi qu'il était inquiet par rapport à cette histoire de Buu, parce qu'il sait, il l'a vécu durant le tournoi de Champa, que quand Buu s'endort, c'est vraiment pour de bon. Du coup les devins, j'en ai fini avec cette revue du futur qui était vraiment très complexe à créer pour moi, je vous le dis honnêtement, très difficile à scénariser, etc. Et je pense que vous aurez tous reconnu les influences de la part des différents spoilers qu'on a eu ces derniers jours, que j'ai essayé d'intégrer au mieux possible, et j'espère que toute ma prise de risque vous aura une nouvelle fois plu dans ce concept original sur ma chaîne. Et du coup les devins, je vous remercie énormément de m'avoir suivi et écouté durant cette vidéo là, et je me permets alors de vous laisser sur ces mots. Prenez soin de votre futur, le meilleur moyen d'y arriver c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, la liker et la commenter un maximum de fois pour que notre communauté puisse se développer le plus possible sur YouTube. Merci beaucoup et à plus pour de prochains arts divinatoires.